Donc, pour les équipements, donc on va commencer avec les buses et les boyaux. Donc, comme on va voir ici à l'écran. Donc, vous voyez qu'ils sont deux. On va voir un petit peu plus loin dans la présentation pourquoi ils sont deux. Hein. On a une bonne force de recul, je vous dirais, là, sur un boyau d'incendie en fonction. Okay. Surtout que là, on utilise un type de jet plein. Hein. Donc, on peut faire plusieurs types de jets. Ça aussi, on va voir ça en détail. Bon, pour la buse d'incendie, donc, je passe pas trop de temps là-dessus. Je vais avoir une petite vidéo sur cette partie-là. Donc, buse ou lance d'incendie. Donc, plusieurs types de modèles différents. Hein, donc, on les voit là ici. Là, donc, ici avec une poignée double. Ici avec un adaptateur qui nous aide aussi à faire une flush. OK, vider la conduite. Etc. Donc, il y en a qui font de la mousse, il y en a qui n'en font pas. Comme je vous dis, il y a plusieurs modèles. Ça dépend c'est quoi la tâche qu'on a à faire avec notre lance d'incendie. La plupart des buses sont ajustables, donc on va le voir ça aussi dans un petit vidéo plus tard. Moi, le but, dans le fond, d'avoir une bonne lance d'incendie, hein, c'est de modifier les types de jets que je vais utiliser. Donc, durant une intervention, je peux avoir 3 types de jets. Donc, 3 types de jets, on les voit ici. Et donc, on a qu'est-ce qu'on appelle le jet plein, le jet diffusé et le jet pulvérisé. Okay, donc, chacun a sa fonction. Okay, c'est ce qu'on va voir. Je vous invite à aller voir aussi le petit vidéo ici là sur démonstration des variations du jet. Donc, si je me rappelle bien, ces vidéos-là, c'est des techniciens de procédés qui font un exercice à l'extérieur. Donc, on voit justement là les différents types de jets. Le premier qu'on voit, le jet plein. Donc, les caractéristiques du jet plein. Hein, donc, sur la photo, on le voit bien. Hein, il y avait un étudiant qui m'avait déjà dit que lui, là, il appelait ça le jet bâton. Donc, on le voit vraiment ici. Hein, donc, pas vous voyez qu'il appelait ça le jet bâton. Donc, vous voyez, c'est vraiment, dans le fond, peu de pulvérisation, hein, donc presque pas de gouttelettes. Dans le fond, je vais me servir de ça vraiment pour avoir une portée maximale. OK? Si je suis à l'extérieur, évidemment, là, ça va être moins affecté par le vent. Pourquoi on va s'en servir? Ben, 2 raisons. On veut faire du refroidissement ou de la ventilation. On peut faire ça, je ne sais pas moi, si une pièce est remplie de fumée, ben en envoyant mon jet plein à travers la fenêtre, ben il va se créer un effet Venturi, hein, donc vous avez vu ça dans un autre cours. Donc je vais aspirer toutes en envoyant mon jet plein à travers la fenêtre, ben je vais aspirer toutes les fumées à l'intérieur de la pièce. Donc c'est les deux utilisations qu'on pourra avoir. On dit que bon, ça dépendant, hein, si on est un seul ou plusieurs opérateurs, donc pression maximale de 50 à 80 PSI pour un seul opérateur. Si vous remarquez là, sur l'image, donc ici, là, la personne est supportée. Hein, donc, il y a une très grosse force de recul sur le jet plein. Donc, c'est important, là, si on est seul, ben évidemment, là, de toujours avoir un bon centre de gravité pour éviter de tomber. Et évidemment, on veut pas échapper le boyau d'incendie parce qu'après ça, ça casse des jambes, ça casse des dents, ça fait comme un serpent, ça se promène un peu partout. Pour avoir le jet plein, tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est tourner la molette d'ajustement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, au bout complètement de la lance d'incendie. Donc, on tourne complètement à droite. Deuxième jet, le jet diffusé. Donc, c'est le jet qu'on va utiliser, je vous dirais, le plus pour l'extinction et l'abaissement des températures. Donc, si vous remarquez sur la photo, hein, donc vous voyez que contrairement au jet bâton, au jet plein, donc vous voyez ici, là, j'ai comme une formation d'un cône. Donc, on dit que l'angle du jet se situe entre 15 et 45 degrés. Là, qu'est-ce que ça va faire? C'est vraiment, on va avoir une grosse formation de fines gouttelettes. Ça reste que le faisceau, hein, donc
Il reste encore bien défini, ok, tant qu'il n'est pas plus gros que ça. Puis, ben évidemment, là, qu'est-ce que ça va favoriser? C'est un facteur élevé de transformation de l'eau en vapeur. Hein? J'envoie des fines gouttelettes, donc au contact, en chauffant, tout de suite, ça va se transformer l'eau va se transformer en vapeur. Donc, je vous dirais, le jet diffusé, c'est le meilleur pour l'extinction et l'abaissement de la température. Pour le dernier jet, donc le jet pulvérisé, ou en anglais, on appelle ça le full fog. OK, donc on a quelques images là, donc sur la diapositive. Donc, évidemment, l'angle va se situer minimum 45 degrés à 80 degrés, donc le maximum qu'on est capable d'ouvrir avec la lance d'incendie. Qu'est-ce que ça va, à quoi ça sert dans le fond, l'utilité de ce jet-là, c'est surtout la protection des intervenants. Donc, si on regarde là, ici, là, ça forme comme un genre de bouclier devant les pompiers, d'accord? Donc, si vous regardez ici, là, ça ici, c'est un feu de un feu de gaz liquéfié, là. Donc, c'est un feu de propane, sûrement, ok? Puis, évidemment, c'est à haute pression. Et malgré la pression, hein, vous voyez que les flammes ne passent pas par-dessus, ok? Oh, excusez, ne passent pas par-dessus le bouclier, ok? Donc, vous voyez que ça protège très bien nos intervenants. Évidemment, la chaleur non plus ne traverse pas, hein, pas juste les flammes, la chaleur non plus ne traversera pas ce bouclier-là. Pour avoir ce type de jet, donc je vais tourner la molette complètement à gauche, d'où en anglais on appelait ça left for life. Ok, donc quand on veut se protéger, hein, pour protéger la vie, ben on tourne complètement à gauche. Ok. Vous avez une vidéo ici qui vous montre vraiment là l'efficacité de ce type de jet. Justement, c'est un peu comme on voit sur l'image ici. Bon, une autre utilisation, hein, si on veut garder le feu sous contrôle dans un espace relativement fermé. Donc, je peux utiliser encore là le jet pulvérisé. Donc, ça fait le tour des trois types de jets. Force de recul, donc j'en ai parlé au début de la présentation. OK. Lorsque la buse atteint, lorsque l'eau atteint la pointe de la buse, ok, donc elle doit passer par des petites ouvertures. Donc, pour maintenir le débit, la vitesse de l'eau peut augmenter considérablement. M'excuse. Donc, évidemment, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une force de recul sur le boyau, d'accord? Donc, évidemment, là, comme j'ai mentionné, faut avoir un bon centre de gravité, hein, être solide sur ses pieds. Puis, évidemment, là, idéalement, comme on voit sur les deux images, là, ou sur les autres images qu'on a vues avant, toujours être deux. Hein, dans le fond, la personne qui est le porte-lance, donc le premier en avant. Hein, donc, lui, tout ce qu'il a à faire, dans le fond, c'est varier le type de jet. Donc, on vient de voir les trois types de jet. Puis, en plus, tout ce qu'il a à faire, c'est viser comme tel. D'accord? Pour la deuxième personne qui est derrière lui, donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben premièrement, elle va stabiliser le porte-lance. Puis en même temps, ben c'est elle qui va tirer sur le boyau. OK? Donc si le porte-lance décide d'avancer, ben lui théoriquement n'a rien à faire pour avancer. Donc c'est la personne derrière lui qui va tirer le boyau pour lui et en plus ben garder son équilibre. D'accord? Donc, c'est un peu la raison pourquoi qu'on est deux. Donc, dites-vous que le porte-lance ne doit jamais avoir à tirer sur le boyau comme tel. Évidemment, c'est dans des situations idéales. Dans certains cas, on peut pas être deux parce qu'on n'est pas assez, parce que toutes sortes de raisons. OK? Mais idéalement, c'est toujours deux sur un boyau d'incendie. Bon, petite pause rigolade, donc... Un pompier dans une chaise pour combattre la force de recul, évidemment pas. Coup de bélier maintenant, donc c'est quoi les coups de bélier? Ben souvent dans quelques cours, vous avez entendu parler des coups de bélier. Dans le cas de la lutte aux incendies, cependant, c'est un petit peu différent, je vous dirais. Les coups de bélier dans le cas de la lutte aux incendies ne proviendront pas d'un mélange de
liquide et de gaz à l'intérieur d'une conduite. OK? Donc, on s'entend, là, la conduite, toutes les conduites vont être pleines d'eau. OK? Donc, c'est pas ce type de coup de bélier-là. Qu'est-ce qu'on entend par coup de bélier, dans le fond, c'est quand on va faire une ouverture ou une fermeture rapide du débit d'eau, tout simplement. Donc, évidemment, là, ça va changer, ça va changer la force de recul, excusez-moi, la force de recul là, sur tout le réseau. OK? Donc, même si c'est moi qui ferme rapidement, exemple, ma lance d'incendie, mais ça se peut que ce soit un autre collègue qui est sur le même réseau, qui, lui, ne s'attendait pas à ça, puis va être déstabilisé par qu'est-ce qu'on appelle le coup de bélier. OK? Donc, c'est vraiment comme on indique ici, provoqué par une variation soudaine de pression, que ce soit à la hausse ou à la baisse. D'accord? Bon, c'est un petit schéma qui nous démontre un peu, là, donc si si je ferme rapidement, OK, l'admission d'eau vers la buse, ben, où est-ce que les coups de bélier vont se faire ressentir? Ben, évidemment, sur tous les, qu'est-ce qu'on appelle les raccords, hein, donc tous les raccords entre les boyaux. Donc, on pourrait avoir un boyau qui, sur le choc, sur le coup, ben, va se déconnecter. OK, évidemment, on veut pas ça. On pourrait avoir aussi, là, des répercussions sur la pompe qui nous fournit l'eau, tout court, OK? Donc, ici, là, c'est un camion d'incendie. En industrie, on est surtout branché sur des bornes d'incendie, d'accord? Mais si vous regardez, là, donc, une fermeture rapide, OK, va avoir des répercussions sur tous les éléments qu'on voit ici, là. Jusqu'à la conduite, même la conduite principale d'eau d'incendie. OK? Donc, quand on a à ouvrir ou à fermer une lance d'incendie, c'est toujours graduellement. OK? Évidemment, dans le cas d'une urgence pour la vie, exemple, ben, évidemment, là, on va fermer rapidement, là, mais en temps normal, on ouvre et on ferme graduellement. En ce qui concerne les boyaux, donc je passe rapidement, donc vous avez ça dans un petit vidéo plus tard. Ben, la seule chose, je vous dirais, qui est à retenir sur cette diapositive-là, ben, c'est peut-être les grosseurs de boyaux. Donc, on dit un peu, là, les boyaux d'1,5 pouce à 2,5 pouces, donc sont surtout pour l'attaque du feu. Les boyaux de 2,5 pouces à 4 pouces vont être surtout raccordé entre la pompe et une vanne d'arrêt, donc un Y là, pour justement là, j'emmène un boyau 2,5 pouces, j'arrive à qu'est-ce qu'on appelle un Y, là, tout le monde sait c'est quoi un Y là. Donc sur les Y, ben les deux autres sorties vont être des sorties pour 1,5 pouce. Donc je vais pouvoir alimenter les lances d'incendie. D'accord? J'essaie toujours de me rendre avec le plus gros diamètre le plus loin possible sans mettre la vie en danger. Et finalement, de 4 à 6 pouces, ben c'est le raccordement entre la borne d'incendie et le camion. Je vous invite à aller voir, petite vidéo ici, la fabrication des boyaux, si ça vous intéresse. Ce n'est pas à l'examen. Donc, procédure d'utilisation de la buse et du boyau, assez simple, d'accord? Donc, tenir la buse fermement, force de recul, entre parenthèses. Dégager complètement le boyau. Donc, on ne veut pas avoir le boyau enroulé. Même chose pour les cabinets d'incendie dans les écoles, dans les usines. Hein, si on a un boyau qui est enroulé, avant de l'ouvrir, évidemment, je vais complètement le dégager, OK, de son support. Ensuite, ouvrir la vanne d'admission d'eau graduellement. Donc, à partir de là, une fois que mon boyau est complètement dégagé, ben j'ouvre la vanne d'eau, le boyau se remplit, puis après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir la vanne sur la lance d'incendie et diriger le jet sur le matériel en feu. Une fois que c'est terminé, ben fermer la vanne d'admission graduellement. Les moniteurs. Donc, d'habitude, en classe, j'en ai un dans le fond de la classe. Malheureusement, bon, on n'a pas cet avantage cette fois-ci. Donc, on a 3 types de moniteurs qu'on va voir ensemble.
Donc, les moniteurs, on a les moniteurs qu'on dit fixes, les moniteurs qu'on dit mobiles et les moniteurs de pont. D'accord? Les avantages, dans le fond, d'un moniteur, donc d'un canon à eau, hein, il y en a qui appellent ça des canons à eau. Donc, les avantages, bien évidemment, c'est souvent assez fixe, OK, et assez lourd, donc ça va supporter des forces de recul assez importantes. Évidemment, je vais avoir une très longue portée, hein, parce que justement, vu que ça retient bien la force de recul et des gros débits, ben je vais avoir une très longue portée avec les canons à eau, donc les moniteurs, et évidemment permet de projeter des grands débits d'eau. Bon, les moniteurs qu'on dit fixes, donc on a deux images ici, là. On va retrouver ça, évidemment, dans une unité où il y a de gros risques d'avoir un incendie. Donc ici, vous voyez, là, il y en a deux ici, là, directement vis-à-vis cette unité-là. Pourtant, c'est seulement des échangeurs, hein, mais on ne sait jamais une fuite une fuite d'hydrocarbures peut mener à un incendie assez important. Okay. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur les moniteurs fixes? Bien évidemment, vous voyez que j'ai perdu ma souris. Donc, je peux ici, au bout, ajuster le type de jet. Hein? On revient souvent, jet plein, jet pulvérisé, jet diffusé. Donc, sur le moniteur, je peux évidemment ajuster le type de jet. D'accord? Si on regarde plus bas ici, ben je peux venir je peux venir connecter des boyaux 1,5 pouce pour faire de l'attaque avec des lances d'incendie. Et je peux, évidemment, ces moniteurs-là sont reliés directement sur les conduites principales d'eau d'incendie. Donc, je pourrais venir brancher un camion directement ici, là, à la base. D'accord? L'avantage des moniteurs aussi qu'on utilise en industrie, ben, si vous regardez ici le réservoir cube, la tote tank, OK? Donc, qu'est-ce qu'elle contient? Ben, elle contient évidemment du concentré pour faire de la mousse, OK? Donc, si vous regardez le boyau ici, là, OK? Donc, j'ai un petit bidule ici qui va me créer un effet Venturi. Donc, tout ce que j'ai à faire si je veux utiliser de la mousse, c'est ouvrir... je vais aller sur celle-là, on le voit mieux. Je vais ouvrir la vanne sur le réservoir. Et évidemment, donc mon eau va monter, venir passer dans l'effet Venturi, aspirer du concentré et produire de la mousse à la sortie. D'accord? Donc, même chose sur celui-là ici. D'accord? Donc, gros avantages. On en retrouve, comme je vous disais, en industrie, là, surtout dans les endroits ici, hein, on est sur le côté d'un merlon, hein, pour merlon extérieur. Donc, dans le cas qu'on aurait un déversement d'hydrocarbures dans le merlon. Les moniteurs de pont, bon, j'en discute parce que ça existe. Je vous dirais que, bon, dans l'industrie, c'est un petit peu moins présent. C'est pas toutes les usines qui vont avoir un camion d'incendie. Donc, un moniteur de pont, ça le dit, hein, donc c'est sur le pont du camion. OK? J'imagine, ça vient des bateaux. OK? Donc, vous voyez le monsieur ici, là, donc, avec un moniteur encore là. On peut... bon, celui-là ici, je crois qu'il ne peut pas modifier son type de jet. Mais évidemment, un camion d'incendie, on va toujours mettre le camion d'incendie en sécurité dans une zone froide qu'on appelle. Donc, lui, dans le fond, tout ce qu'il a besoin, c'est une longue portée. Si vous vous rappelez, ben, quand j'ai parlé des types de jets, le jet plein, c'est celui qui me donne la plus longue portée. Okay? Donc, c'est un peu pour ça que la personne ici utilise un jet plein. Je vous dirais qu'avec les nouvelles technologies, là, les nouveaux camions d'incendie sont même rendus avec un genre de moniteur motorisé, d'accord? Donc, qui est souvent au bout du camion échelle. Puis, c'est vraiment commandé un peu comme un jeu vidéo. Donc, il y a personne ici en haut, là, au bout de l'échelle, mais il y a quelqu'un dans un poste de commande en bas. Et c'est comme un jeu vidéo, là, donc avec des boutons qui peut un joystick et des boutons là pour justement aligner le jet dans la direction qu'elle veut,
peut-être qu'il y a un bouton pour produire de la mousse, changer le type de jet, etc. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve comme moniteur de pont. Le moniteur mobile, hein, donc ça le dit, hein, le moniteur mobile, ben, je peux le déplacer. Donc, vous en avez un exemple ici. Donc, évidemment, assez lourd, je vous dirais. Pourquoi? Ben, parce qu'il doit encore là supporter des grosses pressions. Hein, si on regarde sur l'image, vous voyez que le diamètre du boyau d'eau là, qui s'en vient ici. Donc, encore là, je peux modifier le type de jet en tournant ici la molette. Je peux le fixer en place, donc où on voit que il y a des petites pointes. Bon, sur celui-là, il n'y en a pas, mais d'habitude, on a une petite chaîne aussi qui peut nous aider à fixer le moniteur en place. Évidemment, sur un moniteur mobile, on doit toujours garder un opérateur, hein, donc une personne qui, en cas, peu importe les circonstances, là, peut garder le contrôle sur le moniteur mobile. D'accord? Évidemment, bon, il y a des limites maximum, donc on les voit ici, l'angle maximum sur les côtés, 35 degrés de gauche à droite et 30 degrés de haut en bas. Ben, évidemment, c'est seulement question de stabilité. Hein. Si je m'en vais trop à gauche, trop à droite, ben évidemment, ça se peut que la stabilité là, du moniteur soit remise en cause, puis le moniteur parte tout seul sur son côté. Même chose en haut, en bas, hein. Donc si j'envoie trop bas, ben évidemment ça va faire comme un genre de réacteur, puis le moniteur va partir par en arrière. Okay. Donc j'exagère un peu, mais c'est une bonne image, d'accord? Donc c'est pour les trois types de moniteurs. Les différents équipements connexes qu'on peut utiliser donc en lutte aux incendies. Ben ça aussi j'en parle un petit peu dans le vidéo. Couverture anti-feu, ok, donc ça peut servir autant pour éteindre un équipement qui est en feu que de s'auto-éteindre, comme j'aime le dire, ok. Donc vous avez un exemple ici là, pour éteindre un équipement. Vous avez ici un exemple pour s'auto-éteindre, hein, donc c'est la couverture anti-feu est dans une boîte debout, ok. Donc, tout ce qui sort dans le fond de la boîte, c'est une poignée. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est, exemple, si je suis en feu, tirer sur la poignée et rouler sur moi-même. OK? En étant debout, donc, un peu comme on voit sur l'image ici. OK? Donc, la couverture va m'envelopper et éventuellement éteindre le feu. D'accord? Vous avez une petite vidéo que je vous invite à aller regarder sur l'utilisation de la couverture de feu. Malheureusement, c'est en anglais, mais bon. Si vous avez de la misère, vous m'écrirez. Je vous le traduirai, d'accord? Mais très bon vidéo, c'est pour ça que je l'ai gardé, malgré qu'il est en anglais, d'accord? En quoi c'est fabriqué, dans le fond, là, les couvertures anti-feu? Ben aujourd'hui, le plus répandu, c'est le Kevlar. Je vous dirais que ensuite, c'est le fibre de verre, la laine de fibre de verre. Anciennement, c'était seulement de la laine pure. OK, la laine pure, ça reste que ça prend pas en feu facilement. Donc, évidemment, faut pas qu'il y ait de plastique dedans. Là. OK, donc c'est pour ça que je parle de laine pure. OK. Donc, mais très efficace. Très efficace. Boîte à vapeur, ben donc on avait vu ça dans un autre cours, mais bon, la vapeur va chasser l'oxygène, hein, donc va modifier le mélange hydrocarbures-oxygène, donc bon moyen pour éteindre un feu, ok. Surtout un feu sous pression, je vous dirais. Si j'ai une fuite de gaz sous pression qui s'est enflammée, la vapeur, ça pourrait être une très bonne alternative, ok, pour éteindre le feu. Tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est venir envoyer la vapeur dans le même sens, ok, que la fuite, tout simplement, puis ça va s'éteindre. Okay. Idéalement, quand on est capable d'éteindre le feu, ben il faut que la conduite soit isolée, ok, parce que par simple friction, hein, le gaz qui va sortir, si je l'éteins, puis j'enlève la vapeur, juste la friction du gaz qui passe par la fuite va rallumer instantanément, ok. Donc, très important, là,
première chose à faire, ça va être, une fois que c'est, pendant qu'on est en train d'éteindre, d'aller isoler la conduite. Cabinet d'incendie, bon, j'en parle pas super longtemps, mais bon, vous voyez à quoi ça ressemble, hein? Donc, on pourrait retrouver ça dans quelques usines. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, dans un boîtier rouge, souvent, ça va être marqué incendie dessus, ou protection incendie. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Bon, on va retrouver des boyaux, on va retrouver des buses, okay, des lances d'incendie. On pourrait avoir un extincteur, okay, dépendant, là, c'est quoi les dangers relatifs, où est-ce qu'on va installer le cabinet d'incendie. Système de gicleur, donc, à la base, hein, à l'intérieur d'un bâtiment, un système de gicleur, ça ressemble vraiment à ça. Donc, j'ai ma conduite principale d'eau d'incendie qui arrive ici, un système de vanne, ça a l'air compliqué, mais c'est pas très compliqué, là. Un système de vanne, dans le fond, qui va envoyer, exemple, je sais pas moi, la conduite ici va fournir le premier étage, la conduite ici, le deuxième étage, ici, le troisième étage, ou ça pourrait être, la conduite ici va alimenter la moitié du bâtiment au premier étage, etc. Okay? Donc, on peut avoir plusieurs conduites, comme vous voyez ici. D'accord? On voit ici sur la droite, on voit des têtes de gicleurs, hein, dépendant de où on veut envoyer de l'eau et pourquoi on veut envoyer de l'eau. Donc, si je veux avoir vraiment le genre de parapluie comme on voit souvent dans les films, là, ben ça va être la petite roue dentelée qu'on va utiliser. OK. Donc, qui, elle, va faire de fines gouttelettes, hein, un peu comme le jet diffusé. OK. Sinon, ben si, je sais pas, moi, je suis près d'un mur, ben je veux avoir une petite plaque déflectrice, désolé, OK, un peu comme on voit ici, ou sur celle-là ici. Donc, parce que moi, c'est pas le mur que je veux arroser, hein, dans le fond, c'est le feu. Donc, je vais mettre une petite plaque comme ça sur la tête de gicleur. D'accord? Les couleurs, je le vois à la prochaine illustration. D'accord? Donc, vous voyez, là, j'ai différentes couleurs, hein, bleu, jaune, rouge, dans certains cas, on peut avoir noir, etc. Dans le fond, à quoi ça sert, ces petites ampoules-là? Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils retiennent un bouchon, hein, donc la conduite est toujours pleine d'eau, sous pression, d'accord? Donc, tout ce qui la retient, dans le fond, c'est un bouchon qui est à la base de la tête du gicleur, et la petite ampoule ici qui retient le bouchon en place. Donc, le liquide à l'intérieur, lui, dans le fond, c'est un liquide qui est contrôlé, on va dire ça comme ça, ok, qui va éclater, hein, c'est une petite ampoule avec un liquide à l'intérieur. Donc, avec la chaleur, la pression à l'intérieur sur le liquide va augmenter, puis éventuellement va faire éclater l'ampoule de verre et va libérer ainsi le bouchon. Je vous invite à aller voir le petit vidéo qui vous explique un peu là. On voit la tête là, la tête de gicleur dans le fond qui s'ouvre et qui se met en fonction. Okay. Pour les débits là qu'on peut retrouver là, c'est à titre d'information seulement. Donc débit moyen, on parle de 75 à 120 litres par minute. Okay, donc ça en fait beaucoup d'eau. Et à une pression d'environ 50 PSI. Ici, là, encore là, c'est titre d'information seulement. Hein, je vous ai dit des codes de couleur pour les ampoules. Dans le fond, c'est la température à laquelle elles vont exploser, hein, pour libérer de l'eau. Donc, incolore ou noir, on parle de, je vais y aller en degrés C, là. Donc, 57 à 77 degrés C. Blanc, tout à l'heure, on a vu rouge, hein, sur l'image précédente. Donc, rouge, des températures assez élevées, hein, 163 à 191. On veut pas avoir des températures trop basses pour toutes sortes de plusieurs raisons. Exemple, je sais pas moi, je vais donner un exemple bien niaiseux, mais bon, le chauffage, on a un problème avec le chauffage, puis le chauffage est trop fort dans une pièce. Ben, si mon ampoule est à basse température, ok, ben, je pourrais partir le système de gicleur, là, j'exagère un peu, là, mais donc, souvent, ça va être des températures assez élevées. Dites-vous une chose, les gicleurs, hein, les systèmes de gicleurs sont souvent au plafond. Dans un incendie,
qu'est-ce qui arrive avec la chaleur? Ben, elle monte. Donc, automatiquement, ça sera pas quand même très long qu'on va atteindre des températures très élevées au plafond. Donc, les têtes de gicleurs vont se mettre en action. Okay. Ça aussi, ce n'est pas à l'examen, mais je voulais quand même vous en parler. Si on est à l'intérieur, dans le fond, OK? Donc, à l'intérieur, on va avoir de l'eau sous pression à longueur de la conduite. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va faire démarrer mon système de gicleur? Dans le fond, c'est vraiment le petit bouchon ici, là, qui va, quand il va lâcher, hein, quand il va briser, ben, automatiquement, ça va faire sortir l'eau. Dans le cas d'une installation à l'extérieur, OK, ou qu'est-ce qu'on appelle sous air, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on a un genre de clapet, OK, qui ferme l'admission d'eau. Donc, dans le fond, mon arrivée d'eau est ici. Donc, j'ai mon clapet, ma vanne qui retient l'eau, et le reste de la conduite ici est sous pression. Qu'est-ce qui arrive, dans le fond, c'est que la pression d'air va pousser pour tenir le clapet fermé. Okay. La minute que j'ai un incendie, donc même chose que si on serait avec sous eau, comme on dit. Donc le bouchon va ouvrir, la pression d'air va instantanément diminuer. Ça va faire que le clapet va complètement ouvrir et mon eau va s'en aller dans le système. Donc ça, on va utiliser ça surtout là. Les usines qui sont à l'extérieur. Si on tient des conduites pleines d'eau, ben évidemment, si on les isole pas puis on met pas de traçage dessus, ben ils vont fendre tout simplement. OK? Donc c'est une technique qu'on a. Borne d'incendie. Donc j'avais déjà posé la question, je crois, dans un petit quiz. Quelle est la couleur des bornes d'incendie rouges? OK. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres couleurs qu'on peut remarquer, là. En plus, maintenant, les villes vont se doter de couleurs. Je vous dirais que, à Montréal, en général, sont rouges, OK? On peut en voir certaines qui sont bleues, OK? Donc, si vous envoyez des bleus, ça c'est des petites images d'humour. On a même Super Mario aussi. OK. Bon. Je vais aller tout de suite à la bleue. Donc, on en a en avant du campus des bornes d'incendie comme ça. Donc, je sais pas si vous êtes déjà posé la question. Et même que ceux-là, on a le droit de stationner devant ce type de borne d'incendie-là. OK? Pourquoi? Ben, si vous regardez, il n'y a pas de petits carrés sur le dessus, pas de petits bouchons. Hein? Dans le fond, tout ce que c'est une ligne sèche. C'est pour alimenter le métro. Donc, les pompiers, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils vont raccorder, dans le fond, soit un camion d'incendie ou une borne d'incendie à la borne d'incendie bleue, ici, donc sur un côté. Puis, tout ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer de l'eau vers le système d'incendie à l'intérieur à l'intérieur du métro. D'accord? Donc, c'est pour ça que les bornes d'incendie bleues, là, si vous envoyez, c'est parce que vous êtes directement au-dessus du métro à Montréal. D'accord? Donc, oui, j'ai le droit de me stationner. Ligne 6, je l'ai mentionné. Je vous invite à aller le beau petit article de la STM qui nous informe de tout ce que je viens de vous dire. D'accord? Je retourne en arrière maintenant. Donc, les bornes d'incendie, pas grand-chose à dire. Hein? Donc, ici, on le voit là, sur le dessus, donc avec à l'aide d'une clé. Donc, je peux ouvrir la vanne, hein, la vanne d'admission d'eau. On va la voir un petit peu plus tard. Les bornes d'incendie, évidemment, au Québec, sont des bornes qu'on dit incongelables. Pourquoi? Ben, évidemment, on a l'hiver. Aux États-Unis, ils n'auront pas ce type. C'est directement, eux, dans le fond, quand j'ouvre ici, donc ça rouvre directement sur le côté de la borne d'incendie. L'eau commence à sortir. Nous, au Québec, l'eau va venir du sol. Okay. Quelle est la distance minimale pour l'interdiction de stationnement devant une borne d'incendie? Donc, si vous l'avez vu tout à l'heure, c'est 5 mètres. Okay. En théorie, je vous dirais qu'il ne donne pas d'étiquette, à part sur le plateau Mont-Royal, parce que il y a des petites voitures rouges qui donnent des étiquettes tout le temps, là.
Mais en théorie, s'il n'y a pas d'incendie, vous êtes chanceux, ils regarderont pas le 5 mètres. OK? Mais si ça donne qu'il y a un incendie, vous pouvez être sûr que vous allez vous ramasser avec un ticket, puis peut-être un boyau passé bord en bord de vos vitres, etc. OK? Donc, on essaie de respecter le 5 mètres. Je passe cette partie. Bon, la borne d'incendie, comme je vous disais, là, c'est un petit peu une coupe. OK? Donc, on sait que, bon, sous terre, là, à partir d'une certaine profondeur, ben, la terre ne gèle pas. Hein, donc, c'est à cette profondeur-là qu'on a les conduites d'incendie qui vont alimenter les bornes d'incendie. Donc, comme vous voyez, le petit bouchon ici, là, ça, c'est la partie qu'on voit visible de la borne d'incendie. Donc, le petit bouchon ici carré, souvent, là. Donc, ça se trouve à être l'actuateur de la vanne. Hein. Donc, je tourne, la vanne va ouvrir, laisser passer l'eau. L'eau va s'en aller. Oups, là, excusez-moi. Donc, l'eau va se diriger vers, évidemment, le camion ou peu importe. D'accord? Quand j'ai terminé, ben tout ce que j'ai à faire, c'est refermer le bouchon ici, refermer la vanne. Donc, la vanne va venir se replacer sur son siège. Et l'eau qui est contenue dans la borne d'incendie va évacuer ici, là, par les orifices de vidange dans le sol. D'accord? Donc, en théorie, il n'y a jamais d'eau dans cette partie-là de la borne d'incendie. On avait, pour l'avoir vu, là, en vrai, là, on avait une borne d'incendie chez Indorama qui laissait passer. Donc, la borne d'incendie s'était remplie d'eau. Une nuit, ça n'a pas été trop long, il faisait très froid. En une nuit, malgré l'épaisseur, là, souvent c'est fait en fonte, ok, les bornes d'incendie. Malgré l'épaisseur de la fonte, la glace est très fort, hein, donc ça a fendu, puis on a eu une bonne fuite d'eau, celle-là. À la conduite de mousse, on en a déjà parlé, donc je reviens pas sur ce sujet-là. Juste vous faire observer, hein, on a parlé tout à l'heure du système de gicleur, ben regardez, hein, c'est la même chose pour le système de mousse. Donc ici, dans le fond, c'est ma conduite principale qui s'en va, mon mélange de concentré qui est dans le réservoir et d'eau d'incendie. Puis ensuite, ben je vais aller à chaque réservoir ou merlon, peu importe. OK? Donc quand je veux ouvrir ou fermer l'alimentation, ben j'ai des vannes manuelles. Théoriquement, ce type de vanne-là doit être évidemment toujours ouverte. OK? Même que dans certains cas, il me semble que j'ai déjà vu ça cadenassé. Pour l'approvisionnement en eau, OK, donc évidemment, là, bon, à Montréal, là, c'est pas très difficile, là, donc on a un système d'eau d'incendie. Mais évidemment, en région, là, donc on voit, là, on peut aller puiser notre eau dans les lacs, les rivières. Je sais pas si vous avez de celle-là, j'ai pris une image Walt Disney World là, avec les oreilles de Mickey, ok. Mais ça reste que ce type d'appareil-là, qui est en, je vous dirais, en disparition, là, il en reste encore dans quelques villes du Québec, ok. Mais c'est tout simplement des réservoirs d'eau d'incendie, ok. Donc, si vous voyez ça, là, je sais qu'il y en a une, quand on s'en va sur l'autoroute 10 dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, on en voit une. Okay. Donc, c'est un immense réservoir d'eau. Pourquoi qu'il est en hauteur? Ben, évidemment, pour donner une pression d'eau. Okay. Ça reste qu'on va avoir quand même des pompes là, à la base là, pour augmenter la pression. D'accord? Donc, c'est ce que j'avais à dire sur les réserves d'eau. Équipement de protection individuelle. Donc, on a presque terminé. Les équipements de protection individuelle, donc, qu'est-ce que porte un pompier? Ben, évidemment, protection corporelle, manteau, pantalon, hein, comme on voit sur l'image ici. Ensuite, bon, le manteau, le pantalon, ben, ça peut résister, évidemment, là, premièrement, bon, c'est dans un type, un matériel semblable au Nomex, ok? On a évidemment quelques épaisseurs là d'isolation, ok? Parce qu'on dit qu'on peut aller jusqu'à jusqu'à 235 degrés C, ok? Je vous dirais que avant ça, de toute façon, avant ça, il fait chaud, ok? Fait que je me suis jamais rendu à 235 degrés C, je suis sûr là, mais bon, c'est le feu, c'est surtout quand que la flamme,
le feu est immense, là. C'est très chaud. Même à 235, je pense que je resterai pas à côté. OK. Donc, manteau, pantalon, c'est style salopette. OK. Les bottes, ben, c'est un peu comme on voit sur l'image, hein, c'est un peu comme des bottes d'eau, mais en même temps, bottes de sécurité, donc avec une plaque de métal sous la semelle et évidemment là, qu'est-ce qu'on appelle un cap d'acier, hein, donc une coque sur le dessus du pied pour protéger évidemment là, le bout des pieds, les orteils. Casque, évidemment, hein, pour se cogner la tête, on peut recevoir des choses sur la tête. Cagoule, bon, sur celle-là, on ne la voit pas vraiment, mais bon, la cagoule est à l'intérieur, ok. La cagoule sert encore là, à compléter un peu l'habit, hein. L'habit est ininflammable, donc la cagoule aussi, ok. Donc ça protège les cheveux et le cou. Pourquoi que ça protège pas le visage? Bien évidemment, dans un incendie, je vais porter un appareil de protection respiratoire autonome, donc je vais avoir un masque. Donc la cagoule vient, dans le fond, venir s'installer autour du masque. D'accord? Les gants, donc ici j'ai des gants en cuir sur l'image. Je vous dirais qu'aujourd'hui, je crois qu'ils sont faits de Kevlar, donc c'est plus souple. Les gants de cuir, c'est bien beau, là, mais bon, quand c'est plein d'eau, là, ça vient dur. On perd de la dextérité, tout simplement. Okay? D'autres équipements qu'on peut avoir, ceinture, et avec des clés d'incendie pour ouvrir les bornes d'incendie. Avertisseur d'immobilité ou de positionnement. Donc ça va être installé directement sur l'appareil l'appareil de protection respiratoire autonome. Donc quand on reste immobile pendant comme ça, là, je m'en rappelle plus, je crois que c'est 20 secondes. OK, pendant 20 secondes, si je suis immobile, automatiquement, il va y avoir une alarme qui va retentir pour mentionner ma position, dans le fond, à mes coéquipiers. OK? Dans le fond, c'est fait pour, si pour une raison X, quelqu'un tomberait pendant le combat d'incendie, puis personne ne l'a vu, ben si on entend l'avertisseur d'immobilité, ben on est capable d'aller le retrouver. OK? Ça pousse un son assez strident, je vous dirais. Puis tout ce qu'on a à faire, dans le fond, pour pas que ça sonne toutes les 20 secondes, ben c'est un genre de système de gyroscope à l'intérieur, donc on a juste soit qu'on marche, soit on fait juste se tasser, se dandiner de gauche à droite, etc. Donc ben, ça prend pas grand chose là pour que ça arrête, pour empêcher que ça sonne. D'accord. Parlant de protection respiratoire, donc on voit ici ça, c'est les meilleurs, je vous dirais, là, dans les camions d'incendie. Hein, vous voyez que la bonbonne est directement dans le banc. OK? Donc, le pompier, quand il va s'asseoir sur le banc, va juste avoir à mettre les courroies sur les épaules. Et quand il va se lever, il va avoir l'appareil directement dans le dos. OK? Donc, pour ceux qui se demandent, ben c'est ma fille quand elle était pas mal plus jeune, je vous dirais. On avait été visiter une caserne de pompiers, puis les pompiers l'avaient laissé aller dans les camions. Okay. En passant, ça sent le feu, ça sent la suie dans les camions de pompiers, c'est assez incroyable. Okay. Protection respiratoire, donc dans un feu, on est en atmosphère DIVS, donc on avait vu ça en santé sécurité. Donc que veut dire DIVS? Donc, danger immédiat pour la vie et la santé. OK? Pourquoi qu'on est en atmosphère DIVS? Ben, il y a plusieurs raisons. Je vais aller à la prochaine diapositive. Insuffisance d'oxygène. Donc, dans un milieu où je suis en train de combattre un incendie, mais je pourrais avoir moins de 19,5% d'oxygène. Évidemment, j'ai des températures très élevées. On parle d'embrasement général, donc on va avoir beaucoup de fumée. Ces fumées-là peuvent contenir des particules irritantes, des gaz toxiques, et l'embrasement général, dans le fond, c'est à une certaine température, hein, les nuages de fumée qui contiennent des particules et des gaz toxiques vont s'enflammer tout simplement. J'ai un petit vidéo, je crois, un petit peu plus loin, là. Donc, si je vous pose une question sur les atmosphères dangereuses en lutte aux incendies, ben on parle de
ces 5 points-là. Je passe ça. Petite vidéo intéressant, là, caméra montée sur un casque de pompier. Vous allez voir, évidemment, là, moi, tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que j'ai utilisé en industrie. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a appris comme pompier volontaire. Ça fait toujours rire ce mot-là. Donc, bon, évidemment, les pompiers qui vont dans des maisons en feu, ben évidemment, les techniques d'approche sont différentes. Les types de jets qu'on va utiliser, c'est différent pour toutes sortes de raisons. OK, donc, mais ça reste que c'est intéressant. Okay. Et l'embrasement généralisé, ben vous avez un petit vidéo ici qui vous explique un petit peu là, à quoi ça ressemble l'embrasement généralisé.